Vous écoutez Radio Campus Paris, 24 heures sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org. Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là? Non, y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et à tous. Salut Mao. Salut Pauline. Et on commence cette émission par l'édito. Et c'est Mao cette fois-ci qui a été très inspirée. De quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler d'un rapport qui donne pas vraiment envie de sourire. Il y a 3 semaines, le Haut Conseil à l'égalité a publié son 5e rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce bilan n'est pas très encourageant, je dirais même plus, ça craint. Ça fait quelques années que féministe n'est plus un gros mot. La révolution MeToo a eu lieu en 2017. On instaure des formations à l'égalité dans les entreprises. La parole sur le sexisme et les violences se libère. Des tas de livres sont publiés, des articles sont écrits, des podcasts enregistrés. D'ailleurs, et le HCE le montre, les Françaises et les Français ont plus que jamais conscience des inégalités. Mais paradoxalement, les comportements et les idées sexistes ne diminuent pas et prospèrent même chez les plus jeunes. Car oui, ce qui est assez glaçant dans ce rapport, ce n'est pas tant la persistance du sexisme à la papa, exemple 27% des femmes et 40% des hommes estiment normal qu'une femme s'arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants. Non, ce qui inquiète vraiment, c'est plutôt la progression des opinions d'inspiration masculiniste chez les hommes jeunes. Exemple, 20% des 25-34 ans considèrent qu'il faut se vanter de ses exploits sexuels auprès de ses amis pour être respecté en tant qu'homme, contre 8% dans les hommes en moyenne. Et presque un quart d'entre eux pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, contre 11% en moyenne. Alors oui, les choses changent et il y a réellement des choses qui changent en bien, mais ce rapport a le mérite de rappeler que rien n'est jamais gagné et qu'il faut rester alerte face aux dangers qu'on ne voit pas venir, rester vigilant notamment face à l'impact politique du numérique, et c'est ce dont on va parler ce soir. Alors, avant de nous lancer, puisqu'il paraît que c'est la journée du love, militons pour la solidarité contre le backlash, contre le retour de bâtons antiféministes, serrons-nous les coudes, sans naïveté, mais avec bienveillance. Et dans notre dernière émission, on avait parlé de Twitch et de cyberharcèlement, dont sont victimes énormément de streameuses, mais ce sont plus largement les créatrices de contenu sur Internet qui sont touchées par le sexisme et la misogynie, des algorithmes et des usagers, entre autres. Alors cette fois-ci, on élargit un peu le sujet, on va vous parler du phénomène d'effacement des femmes d'Internet et de comment le numérique aggrave les inégalités entre femmes et hommes, mais aussi entre personnes racisées et personnes blanches, ou encore entre personnes trans et personnes cis. Pour parler de tout ça, on accueille Mathilde Saliou, qui est journaliste et autrice d'un ouvrage passionnant intitulé « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités », qui sort en librairie dès demain. Bienvenue Mathilde Saliou. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et on accueille aussi Amélie Lenoir, coprésidente des Internets, un collectif qui existe depuis 2016 et qui a pour mission de valoriser et accompagner et encourager les créatrices de contenus vidéo sur Internet, notamment sur YouTube, mais pas que, pour améliorer donc leur présence et leur visibilité. Bienvenue Amélie Lenoir. Bonsoir, merci. Alors Mathilde Saliou, en ouverture de cet ouvrage, vous expliquez que ce qui vous a donné envie d'écrire, c'est un paradoxe entre Internet comme espace de liberté, d'échange et d'apprentissage, et puis Internet dans toute sa toxicité, l'Internet de QAnon et du cyberharcèlement entre autres. Est-ce qu'à la fin de ce livre, vous avez résolu cette contradiction ? Non, mais à la limite, c'est ce qui rend si passionnant de creuser le monde numérique. Oui, et du coup, comme le HCE le disait, la société française reste très sexiste dans toutes ses sphères.
Oui, et justement, l'une des 10 recommandations de ce fameux rapport qui figure en première page, ça tombe bien, c'est réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes de représentation dégradante, les traitements inégaux ou violents des femmes, en particulier les contenus pornographiques en ligne. Et ce même rapport cite un sondage pour Ironhack, très intéressant d'ailleurs, qui est publié en avril 2022 à l'occasion de la Journée mondiale de la femme digitale de l'année dernière, donc, dans lequel figure que seulement 59% des personnes interrogées pensent que les femmes sont aussi douées que les hommes pour travailler dans la tech. Et d'ailleurs, ce même sondage explique que 41% des Français interrogés pensent que les femmes ne sont pas capables de travailler dans le secteur tech. L'une des raisons invoquées, c'est que les hommes sont naturellement plus doués pour l'informatique. La fameuse figure du génie technologique masculin que vous éclairez dans votre ouvrage, Mathilde Sadiou. Oui, exactement. On peut expliquer pourquoi les compétences ne sont pas réparties de la même manière chez les hommes que chez les femmes. C'est simplement qu'en termes de socialisation, on ne pousse pas les garçons et les filles à faire le même type d'activité. Et typiquement, les garçons, on les pousse plus vers des matières abstraites, carrées, supposément viriles. Donc typiquement, on les pousse plus vers des carrières scientifiques, de sciences dures, de mathématiques, tout ce qui va servir plus tard à rentrer dans l'informatique. Tandis que les filles, comme on leur apprend d'autres types de compétences qui sont potentiellement moins recherchées dans le milieu informatique, ça explique au moins en partie pourquoi elles sont beaucoup moins présentes. Mais c'est pas du tout quelque chose d'essentiel à leur genre féminin qu'elles soient moins présentes dans le monde numérique. Et Amélie Lenoir, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport et de ces chiffres ? Est-ce que ça rejoint les expériences des bénévoles, des créatrices avec lesquelles vous travaillez ? Oui, nous, ce qu'on constate, c'est que, comme dans tous les secteurs, les femmes ne sont pas visibles, pas mises en valeur, alors qu'en soi, elles ont tout à fait les capacités, mais le public ne le voit pas forcément comme ça. Alors, pour entrer dans le dur de sujet, allons-y, pour commencer. Mathilde, vous expliquez que les intelligences artificielles, pour qu'elles fonctionnent et qu'elles sortent des résultats, il faut les nourrir avec des informations vraies ou fausses. Enfin, il faut les nourrir, tout simplement. Et vous parlez de la théorie du garbage in, garbage out. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Garbage in, garbage out, c'est une phrase, c'est un genre de dicton, on va dire, qui est assez connu dans le monde numérique. C'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle. C'est simplement pour expliquer que aucune machine numérique n'est plus intelligente qu'aucun humain, en fait, puisque ce sont des constructions qui ont été faites par des hommes et des femmes, des humains. Et donc, si elle vous renvoie un résultat qui ne vous plaît pas, un résultat faux, un résultat biaisé, quoi que ce soit d'autre, c'est probablement qu'il y a eu des problèmes en entrée dans les données qu'on a fait rentrer dans la machine, ou, pour le cas de l'intelligence artificielle, dans la construction même de la machine. Donc après, si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi il y a des biais dans l'intelligence artificielle. C'est un sous-domaine du vaste champ numérique, mais c'est assez intéressant parce que ça bouge beaucoup actuellement et parce que ça permet d'illustrer aussi largement ces questions. On peut en gros résumer en 3 points d'où viennent les biais potentiels de ces machines. La première, c'est donc des données elles-mêmes, parce que les données, ce sont des informations qui ont été choisies, triées, hiérarchisées. Donc un peu comme quand on fait un travail éditorial dans un média, il y a forcément des biais qui sont rentrés dedans. Et puis aussi, c'est des données qui représentent la société, en fait, qui viennent d'un monde humain. Et le monde humain étant plein d'inégalités, il n'est pas complètement incompréhensible qu'elles reproduisent ces inégalités. Un deuxième axe qui explique leur biais, c'est que les constructeurs eux-mêmes, on l'a déjà dit, du coup, sont un groupe assez peu divers, plutôt très masculin, très blanc occidental aussi, vu les outils qu'on utilise en France et en Europe. Comme ils sont assez peu diversifiés, ils ont pas mal d'angles morts dont ils ne se rendent pas forcément compte avant que le produit soit mis sur le marché ou utilisé. Et un troisième axe de compréhension, c'est le contexte, la raison pour laquelle on a construit la machine. Si je prends l'exemple d'un algorithme qui serait construit pour vous pousser de l'information a priori la plus pertinente qui soit, si cet algorithme était construit par des médias ou des chercheurs, a priori, il ne servirait qu'à ça, et donc il pourrait s'adapter à vous, à vos envies, à vos habitudes, et vous pousser de l'information très cohérente. Si en revanche, il est construit par une société privée qui potentiellement veut faire du profit grâce à de la publicité, comme c'est le cas d'un Facebook, cet algorithme il servira aussi et surtout à vous garder connecté. Et donc, il ne vous donnera pas simplement l'information que vous cherchez, mais aussi une information qui vous fait rester en place. Et donc, typiquement, dans les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les contenus qui gardaient les gens engagés, c'était des contenus clivants, violents, haineux. Et c'est pour ça, en fait, qu'on en voit autant. Enfin, ça explique au moins en partie pourquoi les discussions deviennent aussi violentes en ligne.
Ouais, merci pour cette explication qui va permettre on va tirer tous ces fils tout au long de l'interview. C'est vrai qu'en fait, pour beaucoup de gens, comme on parle de machines et de mathématiques, c'est neutre. Et en fait, vous, ce que vous expliquez, c'est que tout ça est biaisé. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer le concept du coded gaze ? Le coded gaze, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure en termes de deuxième étape. C'est en gros les personnes qui écrivent, les personnes qui créent les programmes, exactement comme, encore une fois, le parallèle que je trouve le plus simple à comprendre, c'est celui des médias, mais il y en a certainement d'autres. Mais de la même manière que des journalistes et des rédactions choisissent, trient, hiérarchisent les informations qu'elles vont mettre dans leur journal et font des choix qui vont encoder potentiellement une idée, une ligne éditoriale en tout cas. Côté numérique, il y a un peu ce travail, même s'il n'est pas du tout réfléchi de cette manière-là. Le coded gaze, c'est simplement le regard qui a été mis dans la machine par les quelques personnes qui l'ont construite, parce que potentiellement, ils ont des oublis, des angles morts, etc. Des biais cognitifs, du coup, c'est ce que vous disiez, le fait que... Il y a des biais. Alors, le problème du biais, c'est que finalement, je l'utilise effectivement dans plein d'endroits différents, mais les biais cognitifs, c'est le fait que c'est les choses qui nous font réfléchir un peu trop vite et qui, parfois, nous empêchent de réfléchir de manière plus rationnelle que ce qu'on aurait fait. Alors, ça, qui nous font faire des raccourcis. Donc ça, typiquement, c'est utilisé par des acteurs numériques pour nous faire rester plus longtemps. Si par exemple Netflix vous propose le prochain épisode de votre série pendant que vous êtes encore en train de regarder celui que vous êtes en train de regarder, c'est pour vous pousser à assez mécaniquement continuer à regarder, et ça joue sur des biais cognitifs, ça joue sur on va dire une flemmardise de votre cerveau de réfléchir et de se déconnecter si c'est ce qu'il aurait voulu faire en réalité. Et après les biais qui sont encodés, le coded gaze, les biais qui sont encodés dans la machine, c'est plus des questions de regard sur le monde, de regard social. Si les personnes ont des idées sexistes, potentiellement ça va se retrouver. Si elles ont des idées racistes, potentiellement ça va se retrouver, ce genre de choses. Je vais rebondir sur ce que vous dites avec Amélie Lenoir qui le disait très bien sur le site du collectif des internets. Vous expliquez que le peu de visibilité des femmes sur Internet et sur YouTube, mais pas que, est dû à plusieurs facteurs, dont le fait que les algorithmes favorisent les formats courts, les tops 5, etc., parce que ce sont des formats qui sont faciles à voir et qui ne demandent pas trop à réfléchir, et aussi les visionnages, les revisionnages des vidéos qu'on a déjà vues, et le fait qu'il y a aussi une surmédiatisation des youtubeuses beauté, par exemple. Est-ce qu'avec les bénévoles de votre collectif, vous avez pensé à des idées en pratique sur le terrain pour essayer de contrer à votre niveau ces algorithmes malgré tout ? Alors juste, notre site n'est pas le plus à jour, donc pour quelques précisions, en ce moment les formats longs aussi sont mis en avant. Oui, c'est vrai, les de plus en plus. youtubeuses beauté ne sont plus tant mises en avant, c'est plutôt les youtubeuses, disons, lifestyle. Et autrement, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire à notre échelle, c'est un peu d'éducation. Donc on a, par exemple, une journée qu'on appelle « Partage ta vidéaste ». Et on va demander aux personnes, aux internautes, de partager des femmes. Et justement, ça va faire se rendre compte il suffit peut-être peu de femmes. Et ils vont aller essayer de découvrir d'autres femmes. Donc ça, c'est une des initiatives. Sinon, en éducation, ce qu'on aime bien faire, c'est du coup créer un compte de zéro, un compte YouTube de zéro, et ensuite aller dans les tendances, cliquer sur la vidéo d'un homme et voir vers où l'algorithme nous amène en allant de vidéo en vidéo avec la première recommandée. Et comme ça, on peut voir qu'en fait, il y a très peu de vidéos faites par des femmes qui vont être recommandées. Et là, on va se rendre compte peut-être du problème et du fait que ce serait intéressant d'aller s'intéresser à des femmes qu'on recommande régulièrement, nous, de façon hebdomadaire sur notre page. Et on a aussi un répertoire qui s'appelle l'Internet Explorer. Et l'idée, c'était sur notre site. Sur notre site, de réunir des chaînes YouTube en fonction des thèmes. Et nous, de notre côté, en interne, on a pareil pour Twitch, TikTok, Instagram. D'accord. Mais on n'a pas on a un problème d'API, donc on ne peut pas avoir ça sur le site. Mais ouais, les répertorier pour se rendre compte du nombre, en fait. C'est important. D'accord. Et quand vous faites cette expérience de créer un compte YouTube de zéro pour voir vers où
l'algorithme vous entraîne. Comme vous le disiez, votre site n'est pas actualisé, donc c'est plus trop les visionnages déjà faits et les youtubeuses beauté. C'est quoi comme format que YouTube favorise? Alors là, ça va plutôt être des fit and fun. Ce qu'on appelle les fit and fun, c'est juste des vidéos où il va y avoir deux chaînes qui vont se rencontrer, qui vont faire des choses un peu drôles, plutôt ce comique-là. Et sinon, le lifestyle, donc quelqu'un qui va faire un vlog et qui va raconter un peu sa vie avec des images par-dessus. C'est ces formats-là qui marchent le plus, je dirais. D'accord. Et est-ce que tout ça décourage la créativité ou le fait de faire des formats innovants, différents? Ça décourage c'est surtout le fait que c'est hyper dur de se faire voir, en fait, de rencontrer son public, surtout. Parce qu'on peut avoir une chaîne géniale, faire des choses incroyables, je sais pas, de la vulgarisation sur un sujet scientifique hyper poussé, ou quelque chose de absolument pas niche, mais qui peut s'adresser à plein de gens, mais ne pas rencontrer son public. Parce que il n'y a pas forcément d'éditorialisation non plus sur YouTube, et l'algorithme ne permet pas une grande visibilité, même s'il y a quelques, bien évidemment, il y a quelques personnes qui vont réussir à gagner 100 000 abonnés très rapidement, mais c'est vraiment pas la majorité des vidéastes. Et c'est pareil sur Twitch, les femmes sont assez invisibilisées. Il y en a beaucoup moins que les hommes qui font des vidéos déjà, du stream. Donc on reste sur ce problème d'invisibilisation par les algorithmes. L'intelligence artificielle, donc, elle a beaucoup d'arguments pour elle, ça c'est certain, mais d'un point de vue éthique et philosophique, donc ça a l'air de coincer un peu. Est-ce que vous voulez de l'eau? Démocratiquement parlant, par exemple, si des algorithmes sont construits en intégrant les inégalités de genre et en intégrant des biais cognitifs, ça voudrait à terme dire que les personnes qui seraient donc traitées différemment selon l'endroit où elles vivent, elles peuvent l'être, leur couleur de peau, leur genre, en ce qui concerne les différents services et entreprises publiques et privées qui utilisent les IA, c'est ça? C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage. Je voulais juste refaire une précision sur la différence entre biais cognitifs et les biais des algorithmes. Ouais. Les biais cognitifs, c'est des choses qu'on a, nous, humains, dans nos cerveaux et sur lesquelles jouent les plateformes, plutôt dans des questions d'interface, par exemple. Donc, il y avait l'exemple de Netflix de tout à l'heure, ou alors un autre exemple, c'est les cookies. Depuis le RGPD en Europe, a priori, on est un peu mieux protégé sur les questions de vie privée. On peut dire qu'on ne veut pas que nos données personnelles soient captées. Et pour autant, il y a des sites qui inversent les couleurs sur les petits encarts pour dire oui, j'accepte que vous preniez mes données personnelles. Ça, ils le mettent en... Je ne sais jamais, du coup, ils le mettent en vert, je crois. Et non, je refuse, ils le mettent en rouge, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit l'inverse. Et du coup, on clique sur accepter alors qu'on aimerait qu'ils ne nous suivent pas. Là, ils jouent, oui. C'est ça, ils jouent sur le fait que notre cerveau va trop vite, enfin, ne prend pas le temps de vraiment lire l'information. Et du coup, on se fait piéger et on fait ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est un biais cognitif, c'est dans nos cerveaux à nous. Les biais des machines, c'est plus, en gros, les inégalités qu'ils embarquent vraiment, quoi. C'est dans le sens inégalité, dans le sens discrimination, quoi. Et donc, une fois ça dit, la question c'était sur les idées éthiques et philosophiques. Oui, sur le fait que éthiquement et philosophiquement, ça bloquait un peu et que si des entreprises publiques ou privées et des services publics ou privés utilisent ces IA, étant donné qu'il y a des préjugés, des choses qui sont quand même intégrées dans les informations qu'avalent ces IA, ça peut ressortir et se redévelopper. Les exemples sociaux sont multiples. Si par exemple vous laissez une machine vous laissez un algorithme et qu'ensuite vous le mettez dans un logiciel bancaire et que cette machine elle va en fait aider à faire un score de risque et à décider à la fin si on vous donne un prêt ou pas et à quel montant. Si dedans, c'est dans les données que vous lui avez données, il y a une représentation selon laquelle les femmes sont plus dépensières, donc il faut moins leur faire confiance.
que les personnes non blanches ne savent pas rembourser leurs prêts ou que sais-je, sans aucune considération pour les contextes sociaux, les raisons qui font que ces éléments sont arrivés dans les données, etc. Et ben après, en bout de chaîne, quand le banquier ou l'assurance, ça marche à peu près pareil, va prendre une décision, il va interroger son logiciel, il y a de très fortes chances que son logiciel lui dise donner 12 000 milliards d'argent à tel homme blanc et vraiment pas beaucoup à telle femme ou à telle personne non blanche. Et bizarrement, ça va renforcer un schéma qui existe déjà, bien sûr. Il n'est pas apparu nulle part, encore une fois, il vient du monde social, mais ça va le renforcer. Alors qu'on pourrait, en plus, c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est important de creuser ces questions, on pourrait décider, on pourrait travailler, et en vrai il y a des gens qui travaillent à ça, à corriger ces biais, à essayer de neutraliser certaines inégalités qui sont sociales, mais on peut les neutraliser dans la machine pour faire en sorte d'aller dans le sens inverse en fait, et d'essayer d'assainir un peu certaines inégalités qui existent dans le monde social. Un autre exemple que je cite rapidement, parce que c'est vraiment un problème de liberté publique en fait, c'est les algorithmes de reconnaissance faciale. On a trouvé, il y a Joy Buolamwini, qui est une data scientist américaine, et Timnit Gebru, qui ont sorti toutes les deux une étude, enfin c'est surtout Joy Buolamwini qui l'a signée en 2018, qui s'appelle Gender Shades, et dans laquelle elle montrait que les principaux modèles de reconnaissance faciale sur le marché reconnaissaient beaucoup mieux les hommes que les femmes, beaucoup mieux les personnes blanches que les personnes non blanches, et quand vous croisez évidemment beaucoup mieux les hommes blancs que les femmes noires en gros. Ces algorithmes, ils peuvent être utilisés pour diverses choses. Ils peuvent par exemple être utilisés pour faire le verrouillage de votre smartphone. Si vous êtes une femme et que ça ne marche pas une fois sur deux, c'est peut-être qu'il y a un problème dans l'algorithme. Je fais un gros raccourci, mais en gros c'est un peu l'idée. Mais c'est aussi utilisé par exemple pour traiter les images captées par les caméras de police. Aux États-Unis, c'est le cas. Et donc, si ensuite le logiciel, vous venez lui demander oui, on a capté sur les images tel portrait de telle personne qui a commis un vol ou je ne sais pas quel acte délictueux, et que vous lui dites compare-le à notre base de criminels et trouve-nous qui c'est. Déjà, est-ce que le criminel est dans la base ? On n'en sait rien. Et ensuite, la machine a toutes les chances de faire des erreurs quand la personne n'est pas blanche, en gros. Et en fait, c'est déjà arrivé. Et après, il y a encore toute une chaîne de réflexion à interroger. Est-ce que les policiers devraient prendre pour argent comptant n'importe quelle décision numérique ? Mais il se trouve qu'il y a plusieurs hommes noirs qui se sont retrouvés en garde à vue pour des durées variables, de quelques heures à quelques jours, alors qu'ils n'avaient rien fait, parce qu'une machine les avait faussement... Enfin, c'était trompé et qu'on avait suivi son résultat et elle les avait identifiés pour quelqu'un qui n'était pas. Oui, c'est l'idée que le numérique fige, voire renforce ce qui existe déjà. Et donc, vous parliez... d'éventuellement réfléchir à, on va dire, contourner ces biais-là, ce qui n'est pas si simple, puisque en fait, on peut créer de nouveaux biais. Enfin, comment, voilà, la vraie question, c'est quoi finalement un algorithme éthique ? Ça, c'est une vaste question sur laquelle énormément de chercheurs et d'activistes et de gens de la société civile et de toutes sortes de profils réfléchissent, mais d'ailleurs, plus ils seront, plus nous serons, mieux il y aura plus il y aura de solutions et de pistes de réflexion. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour faire de la vulgarisation et pousser un maximum de gens à s'y intéresser et potentiellement à participer à la conversation. Mais un algorithme éthique, en fait, c'est des décisions qu'on doit prendre en tant que société. Qu'est-ce qu'on estime qui est un algorithme éthique ? Peut-être qu'il y a des sociétés qui vont estimer que si ça marche pour la grande majorité des gens, mais que ça ne marche pas pour les 1% restants, c'est OK. Mais je pose la question, est-ce que ça l'est ? Est-ce que vous pensez que ça devrait l'être quand on sait que pour certains outils, ils sont utilisés sur des millions, voire des milliards de personnes. J'appuie un peu sur le milliard, mais des millions de personnes. Est-ce que c'est OK d'avoir un effet de bord même de 1% ? Ça veut dire qu'on touche des milliers de personnes. Donc c'est un vrai débat social qu'il faut poser. Une autre manière de faire, ce serait de décider qu'on arrête de construire des outils, ou en tout cas on réduit cette propension qu'on a à vouloir construire des outils parfaitement universels, parce qu'en fait c'est faux. On se rend compte une fois qu'on a pris les lunettes féministes ou le regard intersectionnel, on se rend compte très très vite qu'il y a toujours des sous-groupes, il y a toujours des angles morts, il y a toujours des angles de la population, en tout cas quand c'est des machines appliquées à des contextes sociaux, il y a toujours un groupe de population qui va se retrouver moins bien traité qu'un autre. Donc peut-être qu'il faut dès le début se dire cet algorithme il servira qu'à un groupe très précis. C'est une autre piste, elle n'est pas forcément valable pour tout, tout est à inventer en vrai. Et justement, on va continuer d'inventer tout ça, on va juste écouter un peu de musique.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. De ce qui m'est arrivé. Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai tout de notre premier feeling. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace. Il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. De ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. J'ai peur que ta voix s'efface. De ce qui m'est arrivé. Emma Peters, le temps passe. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Flo, on va t'écouter pour ta chronique musicale. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir aujourd'hui? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très 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 heureuse d'être avec vous ce soir, en ce soir de fête des amoureux et des amoureuses. Alors qu'à Paris, des couples se rejoignent dans la queue du dernier bar à carottes promu par le bonbon, il y a aussi des gens qui sont en train de faire des concours de bisous dans les rues brésiliennes. Parce que c'est le carnaval. Alors, je vous parle d'amour, je vous parle du Brésil, et je vais vous parler de MC Carol de Niterói, aka Carol Bandida, la bandite. J'étais à son concert à la station en mai 2022, c'était puissant, c'était chaud littéralement. Alors MC Carol, c'est une artiste brésilienne incontournable de la scène funk. Et le funk, ou baile funk, c'est une musique électronique qui vient aujourd'hui principalement des banlieues de Rio et de São Paulo au Brésil. Le baile, c'est la fête, c'est la danse. À la base, les soirées baile funk, elles s'organisent dans la rue ou dans des grands espaces comme des terrains de foot. Selon l'endroit, le son provient des sound systems des voitures ou alors d'une installation avec scène, DJ et en fait tout ce qu'il faut pour émettre des grosses basses qui vont faire poum tchak tchak, poum tchak, poum tchak tchak, poum tchak. Bon, retournons à MC Carol. Dans une interview de Trax en 2021, elle raconte qu'elle est entrée dans le funk après avoir été virée de chez elle. Elle rejoint un milieu hyper masculin et décide d'en adopter les codes. Elle comprend bien qu'elle est traitée différemment parce qu'elle est une femme, mais fode, c'est comme on dirait en bon portugais. Elle décide de s'imposer comme leur égale. Elle est une femme, elle est noire, elle est grosse, elle vient d'un quartier populaire, elle dit des gros mots, elle parle de sexe et elle est féministe. Tout ça, elle le revendique dans ses textes, au risque de se mettre à dos sa propre communauté et le public qu'elle a conquis. Eu vou ser diferente, eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres,
feminista. Representa Pautune, represento Carolina, represento Dandara. E Chica da Silva, sou mulher, sou negra. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la chanson 100% féministe, à 100% féministe. MC Carol chante avec Carol Conca, une autre rappeuse, cette fois de Curitiba. Elles évoquent d'abord les oppressions subies par les femmes et dont elles ont été témoins. Puis elles disent qu'elles sont déterminées à allier leur force et leur fragilité pour lutter contre cette oppression. Pour ça, elles s'entourent de femmes iconiques, on dirait une espèce d'invocation. Parmi ces femmes, on a Dandara, une guerrière et ancienne esclavisée qui s'est battue pour la liberté des siens pendant la colonisation du Brésil. On a aussi Elza Soares, une grande chanteuse brésilienne qui, à 80 ans, chantait encore assise sur scène « Non, tu ne lèveras pas la main sur moi ». Et puis on a encore Nina Simone et Frida Kahlo qu'on connaît beaucoup mieux. C'est beau, c'est puissant et ça sonne comme un appel au combat féministe. Pourtant, ce positionnement, il n'a pas plu à tout le monde. Bon, on comprend que les conservatrices aient pu râler, mais des féministes blanches, vraiment ? Bah ouais. En 2019, elle donne une conférence aux États-Unis et à son retour, elle se prend notamment des commentaires de femmes blanches féministes qui veulent faire savoir que même si Carole ne les représente pas. Bon, c'est vrai, on pourrait lui reprocher de pas être toujours trop dans la sororité. Plusieurs de ses chansons sont clairement malveillantes envers des femmes qui apparemment ne lui ont rien fait. Mais en fait, je pense que les féministes blanches, elles ne veulent pas que le féminisme brésilien soit incarné par une femme noire, pauvre et qui en plus est vulgaire. Bon, en plus de tout ça, MC Carol, c'est celle qui te fait bouger les fesses avec beaucoup d'humour. Un petit exemple avec quelques paroles traduites de A Mulher do Borogodó, c'est un titre de son dernier album. Donc en gros, les quelques paroles, c'est « Tu m'as demandé en mariage, mais je comprends pas, je suis une chaudasse, putain. Je veux 3 amants, et en même temps. Il veut que j'aille à l'église et que je sois une femme au foyer. Je l'aime, mais je suis pas folle, je vais quand même pas abandonner plusieurs bites pour me contenter d'une seule. » Bon, si ça vous donne pas envie d'aller en savoir plus sur MC Carol de Niterói, alors allez l'écouter, et si vous aimez, suppliez cette queen de revenir nous faire suer à Paris. Merci beaucoup Flo pour cette chronique gratinée de Saint-Valentin, c'était parfait. Avec plaisir. On revient donc à nos algorithmes et à nos plateformes et à notre internet. Malheureusement, non. Dans une interview, Amélie Lenoir, je reviens aux internets et à votre collectif. Et en faisant des recherches, j'ai regardé une interview pour Télérama qui date d'il y a 1 an et demi, en juin 2021, où vous dressiez le constat qu'en effet, les femmes non blanches étaient encore plus mal représentées, ce qui est assez logique quand on lit tout ce qu'on a vu déjà sur les IA et les algorithmes, et qu'elles étaient donc encore plus mal représentées que les femmes blanches. Est-ce que vous avez l'impression, avec votre travail qui s'est élargi aujourd'hui à Twitch et à Instagram, que le constat a un peu évolué depuis 2020-2021, où les mêmes problèmes se reproduisent à l'identique partout? Pas le même, mais je dirais que ça dépend des plateformes quand même, parce que nous, on a par exemple du mal à trouver des vidéastes sur YouTube, des personnes restées sur YouTube, mais par contre, sur Instagram, on en trouve bien plus. Sur Twitch, il y a des initiatives comme l'association Afro Gamers ou le collectif Perso Caché qui regroupe justement des personnes racisées et qui nous permet, nous, d'en trouver facilement à recommander. Et aussi de pouvoir parler de leurs problèmes ensemble. Mais c'est vrai que... et sur TikTok aussi, c'est un peu comme Instagram, on en voit plus. Mais c'est vrai que sur Twitch et surtout YouTube, elles sont invisibilisées au possible. Justement, cette invisibilisation des femmes, elle est historique. Des femmes et des minorités, et notamment dans l'histoire de l'informatique, où on pense que l'informatique a été c'est une histoire d'homme. Voilà, c'est une histoire d'homme. Alors que ce que vous expliquez très bien, Mathilde Salieu, c'est que en fait, des femmes, il y en a depuis très longtemps dans l'informatique, et qu'elles ont vraiment contribué à bâtir ce système-là. Cette industrie, ouais. Oui, des femmes, il y en a depuis quasiment les débuts.
peut-être qu'une première piste d'explication sur pourquoi on ne le sait pas et pourquoi elles ont disparu, c'est que depuis le début, la majorité de leur travail s'est concentrée sur ce qu'aujourd'hui on appelle le logiciel, le software. Donc en gros les programmes qui font tourner la machine. Et que pendant très longtemps, tant que l'industrie informatique, les gens ne savaient pas trop ce que c'était, ce qui concentrait les regards, c'était peut-être plus la machine, justement, le hardware. Et donc, du coup, on regardait l'ingénieur ou l'inventeur ou l'ingénieur qui avait construit un gros truc qui savait faire des super calculs super rapidement. Et du coup, on oubliait de regarder qui avait codé, qui avait appris à la machine à faire ces petits calculs super rapidement. Et il y a un cas comme ça que je raconte dans Technoféminisme à la sortie d'un des premiers très gros ordinateurs aux États-Unis, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où ça a été construit, la machine, par 2 ingénieurs, mais il y a une équipe de femmes qui sont allées chercher parmi les équipes de calculatrices qui travaillaient pour l'armée